Okay. Hello and good morning, afternoon, evening. Bonjour à tous et à toutes. C'est une après-midi pluvieuse ici aux États-Unis et bienvenue dans cette session organisée par le groupe de suivi et évaluation. On va parler de ce que on a trouvé à travers de la recherche sur le suivi et l'évaluation de la construction de paix environnementale. C'est un vrai plaisir d'être le modérateur de cette session. Donc, je vous rappelle, premièrement, de l'association de la politique des associations de anti-discrimination représailles qui fait partie de cette session. On aura une discussion, mais rappelez-vous de respecter la parole des autres et les opinions des autres. On a une agenda assez intéressante. Donc, on va présenter les orateurs en ce moment et après, on va continuer avec leur présentation. On aura aussi des commentaires et des questions pour la fin. Donc, vous pouvez les laisser sur le chat pour la fin de la session. Et pour l'instant, vous pouvez écrire vos commentaires sur le chat. Et pendant la discussion, à la fin, vous pouvez utiliser le chat ou le microphone. Je dois dire aussi qu'on enregistre cette session. Donc, j'espère que vous êtes tous et toutes d'accord. Il y aura également de l'interprétation simultanée vers le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, si vous en avez besoin, vous avez l'option de choisir votre langue de préférence pour l'interprétation. Maintenant, on va parler de nos orateurs d'aujourd'hui. Premièrement, on a Dr. Amanda Woomer, qui est professionnelle dans développement international et construction de paix. Elle travaille dans des différents projets sur le suivi et l'évaluation et la pratique adaptée, ainsi que la responsabilité et sensibilité de conflit. Elle fait partie aussi du groupe d'intérêt sur le suivi et l'évaluation. Elle fait partie aussi de l'Institut de construction de paix à l'Université de Columbia et l'Institut de droit environnemental. Après, on a Dr. Jamin van der Hoek et Laura Peters. Jamin fait partie de l'Université d'État d'Oregon aux États-Unis et il utilise des imageries et satellites pour travailler sur les migrations, des déplacements et les conflits. Il a un doctorat en géographie et Laura est une chercheuse de postdoctorat. Elle travaille à l'Institut de santé globale mondiale. Son travail en relation avec des changements sociaux et durabilité, paix. Elle est également géographe et elle a son doctorat de l'Université de Oregon. Après leur présentation, on aura Hector Morales, qui a un doctorat fait partie du centre de Leibniz, fait partie de l'Alliance de agriculture tropicale.
ces études en relation avec la construction des stratégies de paix environnementale, la chaîne de valeur de zéro déforestation. Il a un master en études et de développement de London School of Economics et il fait son doctorat à Berlin. Et finalement, on a docteur Erika Key, qui fait partie d'un groupe de recherche sur le suivi et l'évaluation de construction de paix environnementale. Il soutient des recherches, des projets de recherche qui intègrent cela dans des différents programmes de suivi et évaluation. Il était directeur du Belmont Forum et directeur de Future F. Donc, c'est un panel assez intéressant aujourd'hui, spécialement dans le domaine de suivi et évaluation. Donc, moi, je m'arrête là et je donne la parole à Amanda. Elle aura 12 à 15 minutes pour sa présentation. Merci, Yuha. Et merci pour partager mon écran pour moi. Donc, je vais commencer par cette conversation avec des concepts de construction de paix environnementale, mais aussi en parlant des résultats que l'on a trouvés dans la recherche qu'on a fait dans l'Institut de droits environnementaux. Donc, qu'est-ce que c'est la construction de paix environnementale? Donc, ce sont des interventions qui sont dans l'intersection de la paix, conflit et l'environnement. Donc, de manière idéale, ça inclut l'utilisation de ressources naturelles et son management, ainsi que la conservation de l'environnement en tant qu'outil de construction de paix. On a eu des discussions à propos de si la construction de paix environnementale, c'est la même chose que la sensibilité au conflit, mais il y a tout à fait des différences. Et suivante. Donc, notre projet, c'est une collaboration entre l'Association de construction de paix environnementale, l'Institut de droits environnementaux et l'Institut américain pour la paix. On a des buts assez similaires, la révision de littérature grade, des interviews. Et on a vraiment trouvé des très bons résultats à travers les interviews. Et on a fait aussi des consultations à des gens qui travaillent dans MNI et des programmes de construction de paix environnementale. Et après, quelque chose que je trouve très intéressant, qui sont les ateliers d'enseignement pour parler des différents enjeux auxquels on doit faire face d'une manière collaborative. Et on a parlé des indicateurs qu'on doit utiliser, comment s'engager dans des conflits spécifiques, etc. Et ça nous a donné des résultats. On a eu un article révisé. On a eu
une boîte à outils pour ceux qui sont dans le travail de construction de paix environnementale, un article de politique où on en parle de processus de prise de décision. On a également une plateforme en ligne, ce qui était très important parce qu'on veut produire des connaissances beaucoup plus dynamiques. Parfois, dans les articles, ils ne sont pas mis à jour et c'est assez statique. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé la plateforme afin de faire cette mise à jour. Et on veut que ce travail continue à vivre à travers cette plateforme. Pour mentionner la boîte à outils dont on a mentionné, la partie principale, spécialement pour ceux qui ne font pas partie du MNI, on a des sections sur le design, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Et on a se demandé comment créer des stratégies, comment développer des indicateurs, faire le suivi des conséquences, assurer on a un espace participatoire, qu'on fasse une évaluation assez complète et comment assurer qu'on puisse apprendre de tout ce on a trouvé et qu'on puisse acquérir des différentes compétences. Alors, pourquoi est-ce que ce projet est important? Donc, premièrement, parce que il y a des enjeux clés pour la construction de paix environnementale. La première, c'est assez évident, mais c'est la compréhension des relations entre conflits, paix et résultats environnementaux dans des contextes qui sont assez complexes et fluides dans lesquels on travaille. Donc, au lieu d'utiliser des indicateurs qui sont assez statiques, on veut voir la façon de comment ces facteurs interagissent. Donc, ici, le suivi et l'évaluation sont assez compliqués quand on pense à comment encourager les gens à participer, comment avoir les données pour le suivi et l'évaluation. Une autre raison pour l'importance, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'évidence quand on parle de suivi et évaluation pour la construction de paix environnementale sur la littérature. Donc, quand on développe ce type de système de suivi et évaluation, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, c'est la première étape d'une collaboration et un engagement à long terme. Donc, on commence avec cette boîte à outils et les articles pour continuer les conversations afin de promouvoir un apprentissage et promouvoir une collaboration à long terme pour continuer à engager beaucoup plus de personnes dans ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Donc, beaucoup de ces enjeux dont on parle quand on parle de suivi et évaluation sont appliqués au contexte de construction de paix environnementale, mais parfois sont exacerbés, spécialement la responsabilité et participation. Quand on parle de participation dans le suivi et l'évaluation, la partie de financement ou des parties d'organisation, ça a été un enjeu pour le suivi et l'évaluation. Et notamment, c'est beaucoup plus difficile dans un contexte de construction de paix environnementale parce qu'on a une influence sur le territoire. Il faut être conscient des actions qu'on va mener dans les territoires et les possibles conséquences que ça peut avoir sur le territoire et les communautés.
On a aussi des enjeux avec des horizons à long terme, des visions à long terme. Quand on pense aux causes des conflits et les conséquences sur l'environnement. On a aussi l'attribution et la contribution dans le contexte de construction de paix en raison de la fluidité des situations et des acteurs, des variétés des acteurs que l'on peut trouver et en général le contexte où l'on travaille. Donc, comment avoir les données dont on a besoin et des gens. Donc, ce sont des obstacles que l'on trouve toujours dans nos interventions. On a des différentes applications pour le suivi et l'évaluation. On peut trouver que le travail que l'on fait applique pour une variété de domaines. Et parfois, on se rend compte qu'il ne faut pas être un spécialiste en suivi et évaluation forcément pour pouvoir faire ce processus avec les différents indicateurs. Et, et se concentrer sur des informations quantitatives ne va pas nous donner vraiment une vision holistique du territoire. Et on sait heureusement qu'il y a beaucoup d'expériences et des idées et on a eu des conversations qui ont été assez enrichissantes, mais ces conversations ne sont pas très bien documentées malheureusement. Et finalement, c'est un progrès en cours, c'est un travail en cours. Et quelque chose qu'on apprend tous les jours, c'est qu'il y a toujours de nouvelles idées, des nouveaux projets qui émergent. Donc, c'est un travail en cours. Je pense que c'est tout. Il me reste quelque chose de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut penser dehors les approches traditionnelles de suivi et évaluation. Il faut penser à qu'est-ce qui peut marcher spécifiquement dans les contextes où l'on travaille afin de trouver des façons plus innovatives de faire un suivi évaluation. Également, il faut tenir en compte de penser au suivi et l'évaluation comme une intervention et une opportunité pour apprendre. Et finalement, il faut créer des espaces qui peuvent promouvoir une discussion et un engagement. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Amanda. Merci pour cette présentation assez claire, très précise. Je pense que c'était très clair. Je pense que je pense pas qu'il y ait des questions à ce moment pour vous. Donc, je pense qu'on peut passer à la présentation de Jamin et Laura. Je pense que ça serait Jamin qui va présenter. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Donc, ça sera que moi aujourd'hui. Merci pour l'introduction et merci Amanda pour votre présentation. Et j'espère qu'on va faire une présentation aussi claire que la vôtre. On va présenter une révision critique sur le suivi et l'évaluation de votre présentation. Votre écran est un peu étrange. Maintenant, on voit très bien. Quand on regarde ces deux images, il y a des réactions. Peut-être dans l'image de gauche est associée à la paix, mais celle de droite pourrait avoir plus de relations avec la construction de paix et pour comprendre les changements environnementaux. Et on a besoin des évidences, des preuves qui sortent de ce processus de suivi et évaluation dont Amanda a parlé. Et on doit tenir en compte les évaluations beaucoup plus formelles
au lieu d'utiliser des anecdotes, par exemple, donc on a, même avec la fin, après la fin des interventions, il y a des facteurs à en tenir en compte. Donc, quel est ce cycle vertueux dont on parle? Ça, c'est le potentiel de la construction de paix environnementale, c'est de nous donner ce cycle où on peut avoir des feedback loops qui sont durables après une intervention et comprendre s'il y a ce potentiel pour ce type de cycle, si c'est réel ou si c'est seulement aspirationnel, c'est quelque chose de critique parce que le changement climatique peut promouvoir ses propres cycles sur l'environnement, sur la dégradation de l'environnement nous devons mitiger ces types de dommages. Donc, ce feedback loop qui est assez simple, mais ce sont des mécanismes où on peut voir comment commencer ces engagements communautaires et on ne sait pas comment ces cycles apparaissent parce que il y a un manque d'informations sur ce sujet en ce moment. Alors, si on ne comprend pas ce feedback, on ne pourrait pas vraiment faire un processus qui peut être durable. Donc, et environmental change and not a single one being perfect or objective. So typically, we think about environmental problem, if nothing else, acting as the entry point to catalyze peace building. But thinking about the virtuous cycle, that environmental change may also be necessary for sustained peace. And one of the greatest success stories we see here is the EcoPeace Middle East team in the River Jordan. After a years-long intervention of addressing water quality and quantity concerns. So the original concern here, quality and quantity, catalyzed discussions, but we don't right now. One of the focuses of our project is trying to understand how the changes in the River Jordan, for example, persisted throughout the intervention as well as following, and how those changes do or do not interact with sustained peace. Another common assumption is that peace itself leads to improved environmental outcomes. However, some of our research in Colombia shows actually that peace agreements can lead to worse environmental outcomes precisely because institutional changes that also go along with demographic changes and policy changes and attitudinal changes can actually lead to worse environmental outcomes. So these are two graphics from some of the work led by a former PhD student of mine, Paulo Mario Sandoval in Colombia. This is a remote sensing-based project that on the left you can see this is a map of the study area within Colombia. All of those red cells you see are areas that we saw more forest loss following the 2017 peace agreement. Most of that map is red. We call this the end of gunpoint conservation. The institution changed, the conservational values changed. And so we actually saw much more loss. And you can see that as well on the right-hand graphic of the timeline where we see a peak in the amount what we call disturbance area, which is the amount of area of forest loss. And that peaks following the peace agreement. So kind of counterintuitive, certainly not at all what the drafters of the peace agreement intended, but there we have it. And also suffice it to say that the idea of peaceful contexts driving or leading to improved or at least neutral environmental outcomes doesn't really hold up when we think about the obvious elephant in the room of the global minority, which is to say the global north driving global climate change and associated degradation. So the goal of environmental monitoring then is twofold. Following what Amanda was saying, we want to narrow the gap between personal observations and awareness and empirical measurements, whether those are qualitative or quantitative. We also want to use environmental monitoring to establish a narrative of condition
and change that helps elucidate the underpinning processes driving that change, which are both environmental as well as peace and conflict oriented. At the least, then, we establish an understanding of the baseline. We agree that that needs to be addressed, and we all need to start increased dialogue to address it. And that, of course, is the common starting point for environmental peace building. This narrative that we build from environmental monitoring need not be agreed upon or even shared between groups because different indicators may align or sort of register with different stakeholder values. And that disagreement over the narrative itself can promote dialogue. So the conflict itself over what is the narrative, there's opportunity for peace building and dialogue right there. Satellite remote sensing offers some opportunities to get around some of the concerns that Amanda was mentioning about lack of access to on-site ground conditions. It offers a long-term historical, geographically expansive approach to environmental monitoring. Through integration with other kinds of data sets, it can help bridge community level observations and regional as well as even global measurements of environmental change. While satellite data are often suggested to be impartial and unbiased and objective, we know that's not true. They are not uniformly sensitive to different kinds of environmental changes, to different kinds of environments, or to different periods. We can see some things much better than others, some environmental changes much better than others using satellite data. So it's not at all a uniform treatment. And of course, the interpretation itself is also very much culturally contextualized. So we see here on the right-hand side, just an example, just thinking from the temporal perspective, we have almost a 50-year view of changes over the Dead Sea, and there are manifold changes happening here. And it's an opportunity to discuss what of these are important, what of these can we actually address. This historical record that we achieve with satellite data through constant perpetual orbiting of these systems overhead. We can think about ourselves within a sort of orbiting machine, collecting data in real time, not about individuals, but about landscapes. This has tremendous unused opportunity, tremendous unused potential in environmental peace building, since it spans regime changes, periods of armed conflict, territorial changes over time, as well as over space. We're not limited in terms of viewing areas that are otherwise off limits to on the ground access. Some concerns here is we don't necessarily know when to start the assessment. In terms of assessing a baseline condition, we need to sort of work through that in a co-production of knowledge kind of approach, in part because peace and conflict as well as environmental trends may be in process before the community recognizes their emergence, right? There's background processes that you could say are pseudo-emergent until they are obvious. So nothing happens overnight, including environmental change, including structural and symbolic conflict trends that only emerge at some point. So there's a background temporally. We need to really understand when to start this, and satellite remote sensing can help us doing that. Going back to my earlier example, we also don't necessarily know inherently when to conclude the monitoring period. Signing that peace treaty may not be an appropriate end date, especially when peace, conflict, and environmental change are occurring at different institutional scales and basically have a rollout across a landscape. So what else is challenging? One other thing that's challenging with remote sensing is we can't necessarily associate and attribute the changes we see in imagery to a community or to a environmental peace building intervention without other kinds of data on the ground. This is really essential, that these satellite data themselves don't tell us about the processes. They don't tell us about the decision making or the discussions that are ongoing. They just tell us about what's happening in process, and they can tell us about what's happening in process that as it's manifest on the ground, or the outcome of some sort of intervention at the end of the intervention. We don't know exactly the relationships between the pixels and the people, and we can make some simplistic associations spatially based on land tenure or spatial proximity, but that doesn't always play out in areas that have unclear tenure, unclear property, or those relationships change over time. So we really need grounded information to use these data well. Satellite data are often may not be uniformly accessible or interpretable between conflict parties either. So looking at this image on the right,
you may be keying into something completely different than what I'm keying into. And you may have different access to information or experts or expertise to interpret these data. That leads to information asymmetries, that can lead to distrust, that can lead to exacerbating conflict or tension. So here again, we have this opportunity to collaboratively read imagery and interpret derived maps, another inroads for engagement and peace building. We can use this potential tension or potential disagreement, the opportunity to come to a shared assessment, shared interpretation, and use that which in the environmental peace building intervention itself, which may spill over into broader political peace. So this outsourcing that is common in national level assessments, say to the UN or to UN OCHA, groups like this, that's a missed opportunity if we sidestep the community itself and go to some outside group that then sends back their results, right? So building this assessment or interpretation up from the ground up is really has untapped potential, can offer a really nice reference point between groups. Finally, knowledge co-production around looking at environmental monitoring with satellite imagery or some other means really presents one of the biggest challenges to environmental peace building because we're Ce qui coming at présente des défis avec la construction qui vient en considérer le contexte où lequel les personnes ne sont pas d'accord dans l'information et qui pensent que c'est un risque de commencer à travailler dans un projet de coopération. Ils ne veulent pas être assis dans une même salle et nous devons penser de quelle manière nous devons utiliser ces opportunités, les extensions que nous avons avec les données satellitales et les visions que nous avons pour que cela fonctionne, pour nous surpasser sur ces défis, de telle manière que nous puissions avoir une connaissance durable et que cela puisse ajouter à ce qu'on comprend d'autres types de compréhension, de changement, de pouvoir avoir une conscience centralisée et produite à partir de ce monitoring. Et merci beaucoup. Je veux vraiment répondre à une question que quelqu'un puisse avoir dans l'avenir. Merci, Jaimin. Très intéressant, oui, ta présentation, très utile aussi, tu nous as rappelé face au fait qu'il n'y a pas nécessairement une situation qui se fasse de gain-gain face à ceci et au résultat de l'environnement. Donc, comment utiliser les technologies satellitales ou spatiales pour donner des nouvelles données et pour nous mettre en perspective. Il y a ses propres risques et ses propres limitations. Il faut avoir ceci en tête justement pour pouvoir travailler avec cette zone sur le terrain avec ces personnes-là. Maintenant, nous allons parler avec Hector. Tu as la parole, Hector. Oui, merci beaucoup. J'aimerais remercier l'Association de construction de paix parce que réellement, ceci a été un espace formidable pour réaliser ma recherche dans une plateforme où je peux partager ceci. Donc, merci Sheila de partager avec moi les diapositives. Je vais parler à propos de cette vision de ne pas faire du mal comme un outil pour un cadre de monitoring et d'évaluation des interventions de construction de paix environnementale. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une théorie claire de changement pour le monitoring et évaluation dans la construction de paix? Et donc, ceci explique une voie à travers laquelle un projet peut parvenir à avoir des résultats spécifiques. C'est aussi un outil pour faire le redesign des changements dans le contexte. Ceci va nous aider aussi à comprendre l'attribution, la cause des activités au sein d'un projet à long terme. Aussi, comment est-ce que ce projet, comment est-ce que les activités qui vont contribuer à long terme dans un projet aussi. Donc, quelle est la contribution en soi?
Cette vision de ne pas créer des dommages, je dois confesser, ce n'est pas vraiment une méthodologie très innovatrice. Elle s'est développée dans le développement international, dans les urgences humanitaires et aussi, ceci nous aide à comprendre et à aborder comment, alors qu'on fait l'implantation d'activités dans un conflit, dans un contexte de conflit, ceci doit faire partie du conflit aussi. Et ceci peut affecter qu'il y ait des conséquences attendues. C'est-à-dire que l'analyse du contexte de ne pas faire du mal va se différencier avec les sources de tension ou de division qui vont amener les facteurs, qui amènent les personnes qui se connaissent en tant que capacité locale pour la paix. On a les aspects qui divisent et aussi les aspects connecteurs. Nous avons l'occasion de faire le redesign de ce que je nomme ici le fait de construire les occasions de paix qui sont très importantes pour la construction de paix environnementale si on travaille dans ce domaine-là. Évidemment, j'ai réalisé ma recherche à Caquetá en Colombie. La Colombie, le Caquetá est un point d'entrée de l'Amazone en Colombie et il a une richesse en parcs naturels très riche en biodiversité et aussi a souffert des dizaines et des dizaines d'années d'injustice de l'extraction de bois, de la minerie, des cultures illicites. Et tel que je l'avais dit, après l'accord de paix, il y a des défis qui se réalisent. C'est le défi de la construction après conflit, que les institutions viennent dans ce territoire. C'est une région qui est très, très importante. Et aussi, ce qu'il y a eu là-bas, la guérilla, la déforestation qui a augmenté. Et nous avons eu aussi des problèmes avec l'agriculture et avec l'élevage. Il y a eu 2 cas où j'ai travaillé. Le tout premier, on utilise les SLUL, c'est les systèmes d'utilisation de systèmes de production qui accomplissent les aspirations des moyens de vie dans des formes qui sont durables, alors qu'ils maintiennent l'intégrité environnementale. Ils ont cette vision-là du point de vue des champs avec les paysans pour prévenir qu'ils entrent plus loin dans les bois dans un processus de co-design et ils interviennent aussi dans un niveau du paysage et au niveau de la chaîne du marché. Dans le deuxième cas, j'ai travaillé avec les parties protégées et de paix. Ce programme cherche à supporter et améliorer les capacités et avoir des espaces de dialogue ouverts dans 6 domaines protégés. Je vais parler spécifiquement du cas du Caquetá, où il y a une zone tampon, une zone du parc qui se parle cordillère des Picachos, qui se trouve dans la partie de l'Orinoki, il y a des paysans qui ont une autonomie et il y a aussi des ex-membres des FARC. Donc, nous avons fait une expédition biologique qui n'avait pas accès avant à la société civile et on a fait cela dans un groupe dans lequel les ex-combattants c'était eux qui faisaient le leadership. Il y avait des gardiens des forêts et des indigènes, des paysans qui se trouvaient là, hormis du contrat, et ils essayaient d'avoir actuellement, ils voulaient avoir une participation au sein des communautés. Quelle a été la méthodologie? La toute première partie, c'était avoir une analyse de contexte du conflit, lequel permettait d'identifier les causes du conflit armé, mais aussi les conflits socio-environnementaux contextuels. Après,
Nous avons fait des ateliers pour ne pas causer des dommages, pour pouvoir réaliser une analyse des attributions et pouvoir savoir pas par pas les activités du projet, la manière dont il s'était implanté et pouvoir identifier les aspects diviseurs et connecteurs et pouvoir amener ainsi, diminuer ce risque de division et augmenter les points de connexion. Alors, la théorie de changement qui a été construite s'est faite à travers cette connexion, une vision de ne pas faire du mal avec les supposés théoriques des interventions à prioriser donc les parties intéressées. Il n'y avait pas de différenciation dans différents aspects, comme les causes structurelles du conflit armé colombien. Nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs. Il y en a 4, la violence. On a une culture politique de la violence. Il y a eu aussi une faiblesse de l'État colombien, la participation politique et aussi un accès inéquitable à la terre et aux ressources naturelles. Les conflits sociaux, environnementaux, contextuels qui ont été vus dans les 2 cas sont en relation avec l'axe et l'usage des ressources de déforestation, et les 2 montrent qu'il y a un manque de gouvernabilité qui sortent de cette possibilité de travailler avec ces projets internationaux. Il faut donc travailler avec les gouvernements dans ces cas-ci. Ça, c'est un exemple simplement pour vous montrer la complexité. C'est ce qu'on disait avant, connecter les causes structurelles dans les conflits contextuels. Et ici, dans ce coin droit, on peut voir comment on pouvait voir les choses lorsqu'on a réalisé des ateliers, la visualisation virtuelle. Et pour ce cas-là, les systèmes d'utilisation des terres durables, donc je vais parler de ces aspects qui divisent. Les paysans se rendent compte qu'il y a de l'exclusion, une possible exclusion. Le projet n'aborde pas l'accès à la terre. Quels sont les aspects qui connectent, qui s'identifient? Qu'il y a eu une transparence lorsque on a construit le design de la méthodologie participative, les accords de conservation et aussi l'occasion pour laquelle on travaillait avec les paysans qui avaient accès à la terre. Donc, on a fait un standard pour l'accès à ce programme. Voilà, ça, ce sont quelques indicateurs qui viennent de l'accord de conservation des bois. Par exemple, un des indicateurs a été la quantité d'accords signés et aussi ils ont pensé qu'un autre indicateur, c'était les niveaux augmentés qui se percevaient dans la confiance des accords de conservation. Et ce sont des supposés qu'un accord a été signé pour la conservation des bois. Les priorités ont été... Et cela a créé de la confiance avec les institutions. Et ça, c'est un exemple. Et aussi le pourcentage de participation de la population vulnérable, les victimes de la violence, etc. Pour le deuxième cas, il y a eu cette composante de construire ce système d'information pour les zones protégées. Il manque donc l'accès égalitaire, spécialement pour les femmes. C'est un aspect qui nous connecte, c'est que l'information est une base pour la prise de décision. Il y a ce sens d'appartenance à une communauté, aussi une prémisse de défendre le territoire. Et dans une occasion, j'ai vu qu'on peut démocratiser l'information et aussi on peut améliorer la manière dont ils font la négociation avec le gouvernement, comme par exemple lorsqu'on suit
parce qu'il y a des dommages environnementaux causés par des projets implantés après l'accord de paix. Quelques indicateurs de cette composante dans ce projet ont été, par exemple, ceux de la confiance perçue de la part de la communauté après qu'ils ont participé dans le monitoring. Et ceci a des effets tant dans la présence du gouvernement, dans ses faiblesses et aussi dans le contexte du conflit. C'est aussi l'accès à l'information, n'est-ce pas? Voilà, nous avons aussi des mécanismes de construction de paix, de la littérature, et c'est qu'en travaillant ensemble du point de vue technique, cela va augmenter la confiance dans la coopération qui se connaît en tant que l'hypothèse de contact, comme par exemple les personnes qui sont les gardes des parcs, les ex-membres de la guérilla et les paysans. Il y a de la coopération entre l'État et les communautés face à ces indicateurs. Par exemple, la quantité de procès après que les paysans et les ex-combattants et les gardes des parcs ont commencé à travailler ensemble de la manière dont ils pourraient coopérer dans l'avenir. On peut considérer alors des enquêtes de perception et ceci peut changer à travers le temps. Une petite action peut diminuer la confiance et seulement comme quelque chose que j'ai vu parce que je faisais le monitoring après de décembre, ce groupe de travail, il y avait une confiance qui augmentait entre les gardes des bois et la communauté. La communauté n'avait pas beaucoup de confiance dans les politiques nationales, dans l'établissement des zones protégées, dans ces aspects-là. C'est un peu l'histoire de comment ces politiques se sont faites, elles se font toujours du haut vers le bas. Et ici, on voit comment la théorie du changement, quels sont au sein de la théorie du changement, quel est le conflit contextuel, les actions, les mécanismes et les résultats. Comme conclusion, nous pouvons voir que le fait de travailler avec ce projet, et moi je viens de construction de paix, quand je travaillais dans la construction de paix en Colombie, généralement, ceci nous aidait à avoir une analyse du conflit profond, comme par exemple l'analyse économique et d'autres analyses. Et aussi, ça aide à la construction du monitoring et de l'évaluation. C'est aussi essentiel de séparer les différentes causes et structurelles du conflit armé à partir des conflits environnementaux et socio-environnementaux émergents, car puisque ces conflits peuvent être on peut faire des prévisions face à ceci et les processus de dialogue peuvent aider à ce conflit de grande envergure. Donc aussi, le fait de ne pas faire du mal contribue à comprendre les mécanismes et les contributions. Et si on le fait d'une manière correcte, ceci peut nous emmener aux stratégies de la construction de paix. Ceci est en relation avec la partie environnementale. Et pour terminer, on dit que ne pas faire du dommage, c'est une caisse de vérification pour diminuer des risques. Non, ça doit aussi être un processus de réflexion et de reconnaissance au sein de tous les systèmes de monitoring et d'évaluation. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir pris trop de temps. Thank you, Hector. No, not at all. I mean, you were right on time also. Very interesting and Juste à temps. Très intéressant practical and applicable et très pratique aussi. Applicable cette recherche que tu as réalisée dans une situation très complexe. Est-ce que tu as des commentaires dans le chat? This is from Camille Marquette. Ce commentaire que nous avons dans le chat, que dit-il?
elle dit qu'elle recommande le CDA, ces méthodologies de collaboration, et que c'est un très bon matériel pour pouvoir faire le monitoring et l'évaluation dans les projets de construction de paix. Voilà, c'est la recommandation qu'elle réalise. Oui, j'ai oublié de dire que ces sources sont les sources de CDA, et ils ont vraiment une vision très pratique. Merci beaucoup. Sorry, said, I've actually seen you online earlier yesterday. Apologies for that. Oui, alors, continuons. So let's move on to Erika, our last but not Nous least allons presenter for today. avec Erika, la dernière conférencière d'aujourd'hui. Bonjour, merci. Oui, je vais partager mon écran aussi à cet instant. Bien. Je remercie l'occasion qui m'a été donnée en ce jour pour pouvoir donner cette perspective en tant que faisant partie du développement de la boîte d'outils de la construction de paix. Je suis la directrice de Future H. Mais dans une autre vie, j'ai été la directrice de Poloformer, qui a été une plateforme internationale de ceux qui financent la recherche transnationale. Et avant ceci, j'ai travaillé dans une autre fondation. Donc, je viens de cette perspective transdisciplinaire. Et comment est-ce que je peux réaliser ceci avec la construction de paix? Eh bien, c'est que ça nous amène à l'expertise académique à partir de différentes disciplines, aussi la recherche interdisciplinaire et l'expérience dans des processus qui sont exécutés. C'est un spectre d'activités qui ont différents niveaux de participation à partir de quelque chose qui vient avec la connaissance, qui se trouve quelque part, quelque chose qui est en relation avec la prise de décision orientée. Et ceci nous emmène au design du projet en soi. Ça peut varier, mais nous sommes ici dans la partie où on voit que plus interactif, plus inclusif, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut transformer vraiment la politique et l'amener à la pratique. J'aime beaucoup le fait que vous soyez ici en construction de paix parce que on voit cette vision de toutes ces activités dans les buts de développement durable et la reconnaissance qu'il c'est possible de le faire et de parvenir à cela, mais sans la paix, c'est vraiment une pierre importante de toute cette activité. C'est la base. Je veux vous dire qu'à partir de la perspective de ceux qui financent, quand nous regardons les activités, le monitoring et l'évaluation, il y a différentes attitudes qui doivent être prises en compte. Alors, il y a un changement parce qu'il y a d'autres personnes qui financent. Ça change à travers le temps et quelques ministres, par exemple, ou ministères, y compris des institutions fédérales qui se sont mises de côté du monitoring et de l'évaluation et qui faisaient un rapport final des projets. C'est pas comme ça qu'on réalisait les choses dans le forum Vellman, parce qu'on a revu le besoin qu'on avait d'une route, d'un apprentissage, de construire une vision pour pouvoir avoir une valeur ajoutée en créant un programme de monitoring et d'évaluation pour ces entités transnationales et transdisciplinaires. On a vu tous les types de MIE à partir des associés qui finançaient et on a vu ce qu'ils voulaient que leur projet puisse avoir. Avec cette situation, nous avons pu découvrir d'autres aspects et d'une manière externe, ce qui devait être informé pour la personne qui finançait. Donc, ce sont des métrages numériques dans leur nature. Quelques organisations même demandaient des narratives. Mais comment est-ce que ces narratifs se traitaient-elles?
comment est-ce qu'on sous-pesait toutes ces situations numériques. Ce n'était pas tellement clair par ailleurs, mais on a développé dès lors alors des rangs de potentiel en partant des parties annuelles jusqu'à des termes moyens, finales, alors qu'on donnait des habilités au projet en dehors de ces activités, de telle sorte qu'ils puissent, eux, faire une réflexion personnelle, une auto-réflexion de voir si l'information du monitoring qu'ils donnaient était révisée par les experts à travers un processus de coordination pour leur donner une rétroalimentation qui puisse les aider à améliorer les aspects et pouvoir aller plus loin que les défis. Et on avait aussi besoin de spécifier des résultats et reconnaître que ce processus en particulier était un processus qui était dans un niche, qui naissait à partir du projet et jusqu'à l'institution. Et comment les questions qui se posaient se sont maintenues, et la consistance à travers cet escalage. Et le dernier élément que nous avons ici, dans cette multidimension, c'est quelque chose qui est un cadre de temps assez long de la transformation attendue à travers cette interaction, ce qui nous mène au monitoring et à l'évaluation post-award, c'est-à-dire au post-après, qui est reçu après que ce prix a été donné, non seulement à travers l'équipe, mais aussi du travail qui se produit. Et d'une manière générale, c'est assez coûteux. Et assez rarement, on inclut dans le financement de projets où on tend à créer un symbole qui ne représente pas nécessairement tous les projets. Voilà, tel qu'il a été mentionné, on a ce niche, on a ces blocs au niveau des projets qui se reconnaissent comme une aide à des projets en réalisant ce projet, de telle sorte qu'ils puissent avoir leur propre processus de réflexion. Voilà, c'est la métrique. Ce sont les méthodes qui sont appropriées pour les situations et nous faisons ceci dans le temps correct. Et ça, ce sont les formes les plus efficaces de recueillir l'information. C'est une narrative, ce que je veux, une information numérique, comparative. Nous demandons plus que ce que nous avons besoin. Donc, actuellement, nous devons faire très attention de savoir comment est-ce que nous allons encadrer les enquêtes, comment est-ce que nous allons collecter l'information en nous assurant que nous ne sommes pas en train de faire la récollection de données seuls, mais qu'il y a un propos très intéressant et très important. Une autre question, c'est s'il existe des mesures de succès. Ce sont des aspects qui marquent beaucoup de défis dans ces aspects-là. Je veux vous donner une idée qui est très importante pour beaucoup de questions dans le système de monitoring et d'évaluation pour un financement, c'est-à-dire qu'elles sont en relation avec la définition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que les traditionnels, le retour sur l'investissement, le fait qu'il y ait des utilités, le fait de pouvoir travailler avec d'autres organisations dans ce projet et montrer que cette valeur ajoutée existe, il est là, et qu'il y a d'autres organisations qui peuvent voir et analyser les secteurs spécifiques, personnels, l'avancement des femmes, les femmes qui travaillent, des solutions de transfert de technologie, amélioration de la capacité et la diversité. Et pouvoir, un MIE, c'est important. Quand on travaille dans un espace transnational, essayer de les unifier au sein d'un même questionnaire approprié qui puisse remplir toutes ces nécessités. Parce que alors que le financement est en train de récolter cette information pour la rendre à toute l'administration, le pouvoir réellement et faire en sorte que ce message puisse passer, c'est les ressources de capital. OK, il y a deux catégories généralement qui sont en train de se poser. C'est les résultats et les données qui vont se récollecter
dans les objets digitaux qui peuvent être des modèles, des articles et d'autres éléments. Ce sont des aspects qu'on peut rendre au projet. Et ceci va faire en sorte que ça soit disponible. L'idée, c'est que ce soit accessible comme résultat de l'interaction. La deuxième partie, c'est les résultats qui sont beaucoup plus complexes. Ceci va nous emmener à la narration et comment on va évaluer ces narratives et comment ceci va aller dans les deux catégories qui vont parler à nouveau dans ces aspects de cette valeur ajoutée. Donc, c'est un travail intense, un travail très subjectif aussi. C'est quelque chose qui va requérir le développement de telle sorte que ça soit plus transparent, de telle sorte que les projets aient une rétroalimentation du comment leur travail est en train d'être catalogué. Une grande partie de ceci, du moins dans le forum de Belmont, c'est la reconnaissance de la recherche participative qui a beaucoup de défis. Et il y a beaucoup d'apprentissage, effectivement. Je ne sais pas combien d'entre vous avez au sein de vos rapports le fait d'informer les défis, la frustration. Ceci, c'est quelque chose on donne la bienvenue à, et on l'a vu, et ça a augmenté plus quand la pandémie est arrivée, les aspects de mobilité et dire voici, ceci a donné du pouvoir aux observateurs locaux et on a changé la dynamique du projet. Aussi, la division digitale d'utiliser par exemple WhatsApp et d'autres technologies pour pouvoir continuer avec l'effort de collaboration. Théorie de comment gérer une négociation avec des parties prenantes, construire un vocabulaire commun, reconnaître qu'il faut assurer la sécurité des parties prenantes et assurer les conditions sûres et assurer qu'il y ait une transparence et accomplir les buts des projets. Parce que parfois, on n'a pas toutes les conditions dont on a besoin dans les projets. Et alors, comment gérer ces types de situations? Alors, c'est quelque chose de clé dans les projets que les donateurs veulent voir afin que leur investissement soit effectif. Et ce qu'on a fait avec Future Earth, c'est qu'on a créé des communautés, des pratiques communautaires pour reconnaître qu'il y a des difficultés partagées. Et ça, on a découvert à travers les conversations, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul et qu'il y a des apprentissages qui sont disponibles. Je ne sais pas combien d'entre vous, dans vos projets, ont fait des formations disponibles afin de développer vos propres projets, mais c'est quelque chose qu'on a créé à travers Belmont. Et Belmont, ce n'est pas que donner au projet et les donateurs quittent le projet, mais il y a une coordination qui augmente la valeur ajoutée pour les donateurs. Et on vous encourage à aller au congrès à Pretoria qui sera en ligne où on va construire cette pratique communautaire et des approches collaboratives. Mais aussi l'évaluation de tout ce processus de suivi de données. Alors, il y a une question, c'est comment voir toutes les données qu'on a collectées à travers les projets, les organiser à partir des priorités des organisations
et les connecter à quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce projet, comme les objectifs de développement durable. Et l'objectif ici, c'est de montrer le progrès vers des objectifs institutionnels, des objectifs de développement durable, etc. Quelque chose qui soit beaucoup plus facile de digérer, spécialement pour des associations euh, qui ne montrent pas beaucoup d'intérêt longtemps parfois. Merci. Merci Erika, c'était très intéressant votre présentation. Je pense que pour les participants, c'est très intéressant aussi. Et ma réaction, c'est on a besoin de ce suivi et évaluation. Mais est-ce que c'est le même suivi et évaluation qu'on utilise depuis des années? Donc, quelque chose, c'est quand on l'utilise dans des projets immédiats, mais une autre chose, c'est pour satisfaire les donateurs, etc. Mais c'est important de dire qu'on veut aussi agréger des résultats et ça nous oblige à avoir une plus grande imagination pour ce processus de contribution et attribution. Donc maintenant, on va passer à la discussion. On a à peu près 20 minutes. On a quelques questions sur le chat. On a une question de Kenlia. Vous voulez que je lise votre question ou vous pouvez ouvrir votre microphone si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous préférez? D'accord, donc je pense que je peux lire la question. Et vous pouvez répondre librement. L'utilisation des méthodes mixtes, c'est essentiel pour la collection des données. Comment sélectionner les méthodes qui soient adaptables pour les besoins de la communauté, l'applicabilité, la difficulté? Et deuxièmement, tenant compte du besoin pour adaptabilité, spécialement autour des besoins de communauté, valeurs et organisations. Est-ce qu'avec les peuples indigènes, on utilise plutôt des méthodes qualitatives ou quantitatives? Donc, qui voudrait répondre à cette question, à ces questions? Donc, Hector peut commencer. Donc, c'est une question assez importante. Pour la deuxième question, il y a le besoin de traduire cette cosmovision, cette vision des peuples indigènes, spécialement quand on parle de la protection de l'environnement pendant un contexte de fragilité. C'est quelque chose de clé. Donc, ils ont différentes conceptions du temps, différentes façons de voir le monde. Donc, d'autres méthodologies pourraient être très enrichissantes à travers des images, par exemple, pour construire, par exemple, il y avait un processus de théâtre, un projet avec le théâtre où les communautés représentaient les conflits, et c'était une façon de faire des différents acteurs interagir dans ce territoire. Et il y avait d'autres méthodes mixtes qui ont été mentionnées. Je pense que c'est clé avec
remote sensing et différentes méthodologies comme GIS. On peut voir beaucoup d'éléments à travers ces projets de satellites ça peut faciliter l'accès à des régions isolées, mais il y a aussi des risques. Quand j'étais au Caquetá, la communauté disait c'est très bien qu'on construit ces capacités, on fait cette formation en biodiversité. Ils connaissaient les noms des noms des animaux, ils avaient des noms plus populaires des animaux et ils apprenaient les noms scientifiques des animaux, par exemple. Mais ils disaient aussi, ici, si vous parlez de suivi dans une zone affectée par des conflits, ça peut être, il pourrait y avoir une intervention militaire ou quelque chose de militaire qui est aussi en train de se mêler dans le territoire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, la transparence et comment intégrer tout ça avec les visions de chaque communauté et comment faire cette réconciliation entre cette vision de arrêter la déforestation, mais comment l'allier avec les visions de chaque communauté. Merci. C'est très bien de voir différents constructeurs de paix ici dans la Réunion. Et maintenant, Erika, je parle de la deuxième question également. Il faut reconnaître que les peuples indigènes ont autant de diversité comme d'autres communautés. Celles du Nord sont assez engagés dans la collection de données et ils sont très engagés dans notre travail dans le territoire. Ils ont développé leur propre système de suivi et dans leur propre langue aussi. Et ils recueillent leurs propres données et ils le mettent à disposition à travers ILOCA. C'est une plateforme qui utilise des histoires, des narratives traditionnelles et qui est disponible. C'est une base de données ouverte et il donne un accès d'une manière gratuite. Et les méthodes quantitatives et qualitatives, ça dépend de la région où l'on travaille et le niveau d'engagement que l'on aperçoit. Et pour l'instant, on a James. On va sur le chat un commentaire sur les changements de méthodologie qui est utilisé à travers les storytelling avec les narratifs. On a Laura. Oui, donc on voulait participer. Je pense que c'est une question assez fascinante sur l'adaptabilité, comment on utilise la suivi et l'évaluation pour répondre à des besoins et valeurs des communautés. Et je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand on pense à des enjeux d'échelle, quand on voit une intervention de construction de paix et tous les enjeux qui sont présents dans une échelle locale, dans une communauté, je pense que il y a un espace, je m'excuse, il faut être attentif aux besoins de communauté, spécialement quand il y a des difficultés géographiques et des communautés qui sont connectées à travers d'autres facteurs. Mais quand on pense à des communautés qui sont connectées à travers des géographies ou dans des endroits plus isolés, ou quand on voit le rôle des différentes institutions, ça commence à être plus compliqué, notamment on voit des intérêts et des valeurs et des besoins entre les communautés et je n'ai pas une réponse pour comment gérer
et ces facteurs, mais je pense que c'est quelque chose d'important à tenir en compte. Beaucoup de notre travail est axé sur des endroits qui sont affectés par le conflit et il faut penser à quel type de méthode de suivi et évaluation on pourrait implémenter dans chaque situation. Merci. Okay, thanks very much. D'accord, très bien. Participants, okay. So if Donc, les participants, très bien. either raise your hand Vous pouvez lever votre main à travers Zoom or put your name into the ou vous pouvez utiliser le chat pour mettre vos commentaires, vos questions. On a plus ou moins 40 personnes sur la réunion, In the meantime, one of sur la session, mais pour l'instant, crossed my mind, especially based on j'ai pensé à quelque chose basé sur les lignes de temps que vous avez mentionnées, spécialement Erika. Et le suivi et l'évaluation sont fréquemment financés à travers des projets dans lesquels on travaille. which means usually then that Ce- the M&E Ça veut dire is also que le budget d'évaluation et suivi ending together with the project. So that poses certain se termine au même temps que le projet. Donc, on expérimente, on a des difficultés adverse evaluations exposed pour especially. aborder des sujets liés à l'évaluation et le suivi. C'est quelque chose que c'est très important et moi j'ai la chance de travailler dans des institutions dans lesquelles on a pu travailler dans des différents projets en même temps et on n'a pas expérimenté ce type d'enjeu avec le budget, mais c'est un enjeu qui est assez présent. On a Eric. Sure, yeah, I'll happily jump in. Thanks a lot. Merci. Sorry. Okay. Je m'excuse. No worries. So, I mean, a lot of the discussion. Donc, cette discussion était fascinante. Donc, merci pour ce panel, pour cet espace. Et aussi, les commentaires sur le chat, c'était très intéressant aussi. Je pense que, comme vous disiez, quand on parle de ces commentaires de Jamin à propos de cette connexion entre la paix et la durabilité, des gens qui travaillent avec des donateurs, des organisations, etc. Il faut savoir quel type de contribution on a à travers les interventions, mais aussi il faut évaluer les changements des systèmes et pouvoir mettre des méthodologies en place et des approches, des processus qui peuvent nous permettre, pas seulement aux interventions ou aux associations, mais aux groupes, mais en gros, comment on peut reconnaître, évaluer le progrès qui est fait dans une transformation systémique. Et pour que ce soit partie de la conversation, il faut être un peu, prendre un peu de recul de ces notions traditionnelles d'intervention et ces dynamiques plus traditionnelles, parce qu'on on voit pas une image statique, mais ça change chaque mois et chaque instant, ça change. Au Moyen-Orient, ça change vraiment beaucoup d'une année à une autre. Donc, c'est quelque chose que j'ai retenu des présentations et je me demandais si il y a d'autres personnes qui ont des opinions sur les méthodologies, des approches et des enjeux associés à ce changement ces changements de vision des interventions, de ce qu'on comprend par intervention et des impacts immédiats dans les territoires.
Donc, c'est un peu ma question pour vous. Je pense que c'est un point important pour la discussion et on entend un peu parler de ça, mais je voudrais peut-être savoir s'il y a quelqu'un qui peut donner des informations plus précises. Très bonne question. On a tout à fait cet enjeu quand on pense à un concept plus traditionnel d'intervention. Can I even just say something just to even about the Est-ce que je peux dire, another step back ajouter quelque and chose? other people have something to say. Interestingly, the whole idea of Donc, l'idée the impact programs building on des programmes d'impact et des approches, etc., ça fait partie de ça. C'est une partie assez clé de cette chaîne de la multiplicité d'acteurs et comment collaborer dans ces approches qui peuvent faire face à tous ces facteurs. Et je pense que c'est intéressant et ça serait très bien d'avoir une session sur des cas de succès et des leçons à prendre autour de ce sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet espace et pour ce panel. Et je suis assez inspirée. Et je vois que Hector a levé sa main. Je pense que c'est quelque chose de très nécessaire et c'est un appel pour tous, pour les donateurs, pour faire une vraie intégration des deux projets dont je parlais tout à l'heure et où je participais. Ils sont complémentés d'une très bonne manière, mais il n'y a pas beaucoup de communication entre eux. Par contre, il y avait une différence entre les moments où ils étaient implémentés et on a les mêmes donateurs. Et quand vous disiez qu'il y avait des impacts dans des différents aspects, dans des différentes régions, etc., mais les deux pensent à comment est-ce qu'on contribue pour un changement dans cette situation. Quand on regarde les infos, en Colombie, il y a de plus en plus de déforestation, des leaders assassinés, mais il y a des projets qui ont du succès dans des différents territoires et des régions. Donc, c'est un appel de comment faire une meilleure coordination et intégration. On a ce dialogue de parties prenantes qui peut encourager ce processus. Je trouve ça très intéressant pour encourager une conversation, des leçons, des leçons apprises et créer un espace de partage. Pour cela, c'est très important. Merci. Et quelqu'un d'autre qui veut parler un peu des enjeux que Rika a mentionnés? On a 4 minutes. Erika, s'il vous plaît. J'ai mis des commentaires sur le chat, mais pour le message d'Hector, je veux répondre ici. Donc, la partie de financement, c'est assez compliqué. Beaucoup de facteurs sont compliqués parce que il y a beaucoup de bureaucratie dans ce processus. C'est pour ça qu'il y a des groupes comme le Bama Forum qui ont eu de succès pour réunir des donateurs dans un sujet d'intérêt commun. Et pour que les sciences en général font une résonance grande autour dans le monde. Quand on parle de l'eau, de sécurité alimentaire, la qualité de vie en général, et pour essayer une qualité de vie pour les générations à venir, on peut donner une plateforme où ils peuvent se réunir et suivre leur propre bureaucratie et synchroniser l'investissement. Je pense que c'est quelque chose qui nous a permis d'accomplir beaucoup plus qu'avant. Si on impose des règles et beaucoup de paramètres donateurs, ça va être très compliqué. Et je souris quand vous mentionnez, quand Hector a parlé, et ça va continuer à arriver, mais il faut travailler ensemble pour reconnaître
que chacun a un rôle à jouer et c'est un environnement, un contexte assez complexe. Et on essaye de construire ces relations de confiance avec les donateurs ainsi qu'avec une négociation des multi-acteurs. Merci beaucoup. On est presque vers la fin de la session. Donc, je voudrais voir s'il y a plus de questions ou de commentaires de la part des participants ou des panélistes. Je ne vais pas essayer de faire de mentionner tout ce qu'on a mentionné dans cette conversation. Et c'était tellement intéressant. Et je souligne cette contribution à long terme pour que ça puisse être vraiment durable, pour que les changements puissent être durables autour de la paix et l'environnement. Et comment mesurer tout cela? Donc, on a besoin des méthodes qualitatives et quantitatives et on a besoin de satisfaire plusieurs besoins de la part des différents acteurs dans les territoires. Et il faut nous assurer ou garantir qu'on écoute toutes les voix dans nos contextes. Donc, je pense que ça serait tout pour moi. Et tout ce que j'ai à dire pour fermer ces discussions et j'espère que on va continuer ces discussions plus tard et pouvoir créer des nouveaux réseaux, des nouveaux partenariats à travers ces conférences. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes, aux orateurs, aux panélistes, aux participants en ligne. C'était une expérience très enrichissante. Donc, merci. Thank you. Have a nice rest of the day. Weekend. Bonne journée à tous et à toutes. Bon week-end.